je baisse la musique avant toute chose. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de Raw. Vire les questions, vire les images, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est prêt. Comment ça va vous? On commence avec une petite heure de retard, ce sont des choses qui arrivent. Pouf, 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 et paf. Voilà, comment ça va vous? Désolé, je vois que la connexion est pas super stable, désolé pour ça. Je peux pas faire grand chose pour l'améliorer malheureusement, mais apparemment la fibre va pas tarder à arriver chez moi. Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes un peu remis de... J'ai failli appeler ce live la gueule de bois. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Globalement, on est sur un épisode d'Euro. C'est compliqué parce que par rapport aux autres épisodes d'Euro, il est relativement bien. Par rapport à juste un épisode de catch normal, il est moyen. Moyen moins. Et par rapport à un épisode post-WrestleMania, en fait, je pense que le coup de faire un épisode spécial pour l'Euro après WrestleMania, ça fait des années que c'est fini. Ça fait des années qu'ils le font plus. Ça fait des années que c'est plus le gros événement où il se passe plein de choses, où il y a des catcheurs qui arrivent de NXT, où il y a des nouvelles rivalités qui commencent. Parce que là, vous allez voir, waouh, quoi. Waouh, il s'est rien passé. Et c'est pire que rien passé, c'est on est retour au statu quo. Le nom du replay, le nom du live. On revient à la case départ, comme si WrestleMania n'avait pas eu lieu, voire pire. Par exemple, on commence avec Riddle qui... Alors, Bobby Lashley arrive sous l'ovation du public, le public étant constitué de deux catcheurs, Humberto Carrillo et Gran Metalik, pour les citer. On lui demande son autographe, et et Riddle arrive sur sa trottinette en disant qu'il veut défier Lashley pour un match pour le titre. Lashley refuse, Riddle insiste, Lashley accepte en lui collant la tête dans sa trottinette et en lui disant qu'il lui montrera la différence entre les gagnants et les perdants. Bon. Donc la rivalité Lashley-Riddle, c'est le truc qu'on avait en début d'année pour le titre des États-Unis. Hein, voilà. Ensuite, on a eu le match Bobby Lashley contre Riddle. J'ai mis cette image-là parce que je me dis, bon... Il y a autant de suspense que vous imaginez. C'était globalement unilatéral. Riddle est un tout petit peu revenu à la fin. Il y a eu un spot rigolo où j'ai écrit Lashley jette la trottinette dans le Thunderdome. Il prend la trottinette et il la jette comme ça dans le Thunderdome. Et après j'ai écrit Lashley jette Riddle dans le Thunderdome. Il prend Riddle, il le soulève à bout de bras puis il le jette comme ça par-dessus la barricade, par-dessus la barrière de sécurité. C'est plus dans le sens où c'est vraiment... on s'en fout, quoi. Vous voyez, Lashley contre Riddle, on l'a vu, quoi. On l'a vu, on sait. On sait que Lashley bat Riddle, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'avait pas spécialement envie de le revoir. Le plus, c'est vraiment... la façon de célébrer sa victoire de Bobby Lashley, c'est de péter la gueule de quelqu'un. Voilà, moi, sur le coup, ça m'a fait sourire. Donc, c'est plus. Ensuite, Rhea Ripley. La WWE est en train de tuer Riddle, me dit-on sur le chat. Il y a... Oui, et puis c'est déjà bien entamé. Hein. Je dirais que Riddle a plus grand chose à perdre là. À part qu'il devienne, à part à se faire ricocher les fesses, c'est-à-dire on le voit plus et quand on le voit il perd en 3 minutes. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça en dessous du niveau de Riddle. Merci beaucoup à Helios 4000 pour son abonnement d'une durée de 2 mois. Merci beaucoup à toi. Alors, Rhea Ripley est interviewée par Kevin Patrick. J'ai uniquement écrit « Waouh, elle lit un texte et c'est évident, j'ai même pas écouté. » Genre vraiment, elle a fait la promo comme ça, comme si... ah non, parce que là j'hésite. Et si j'hésite, vous savez que je lis pas un texte. Elle a fait la promo comme ça, en disant exactement ce qu'elle devait dire. Et si vous croyez que vous savez ce qu'elle va dire, eh bien sachez que vous avez tort. Car elle ne sait absolument pas ce qu'elle va dire. Elle est en train d'improviser un texte vraiment très intense au sujet d'Asuka. L'intervieweur est là. Et elle regarde vraiment ici. Enfin, c'était waouh. C'était vraiment pas bon. C'était... Je vous ai dit que Rhea Ripley était pas très bonne au micro, mais alors là, c'était un autre niveau de mauvais, quoi. Faut vraiment qu'elle progresse à ce niveau-là, parce que, remarque, à mon avis, elle va pas rester championne très longtemps, donc... Bref.
Ensuite, la surprise de la soirée, et j'espère que vous êtes prêts, les Viking Raiders sont de retour, enfin Ivar est de retour, et du coup les Viking Raiders sont de retour dans la division par équipe. J'ai mis un B- au match parce qu'ils affrontaient Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Quand j'ai vu Cedric Alexander et Shelton Benjamin dans le ring, je me suis dit, ah bah c'est cool, ils restent en équipe, ça c'est chouette. Et là j'entends, boing, je me dis, ah merde. C'est le début de la musique d'entrée des Viking Raiders. Je me dis, ah non, il y en a aucune des deux, je veux qu'elle perde. Il n'y a aucune des deux équipes que je veux voir perdre. Mais là, évidemment, c'était les Raiders qui devaient gagner. Ils ont gagné. Le match était bien. Le match était bien. C'est bien que Cedric Alexander et Shelton Benjamin soient des équipes. C'est juste que c'est des... Voilà, c'est des jobbers, quoi. C'est des... ils ont clairement établi à WrestleMania qu'ils sont au niveau Mustafa Ali, Ricochet, quoi. Ils sont pas un peu plus haut. C'est des jobbers. Ils valent pas mieux que ça. Et ça... Ça me rend un peu triste. Mais si on veut être positif, les Viking Raiders sont de retour et eux sont vraiment très cool et ça fait plaisir de les revoir. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de globalement positif, je pense. Voilà. Ensuite, on a une interview d'Asuka très rapide où elle dit que perdre contre Ripley a été un cauchemar. Le Nightmare, c'est le surnom de Rhea Ripley. Mais que ce soir, elle est prête pour Rhea Ripley et qu'elle redeviendra championne. J'ai mis un C à cette interview qui était un petit peu osef. Ensuite... Charlotte Flair a fait son grand retour. Enfin, elle est une heel complètement assumée. Je vais vous lire sa promo parce que elle était vachement bien. D'abord, elle exige que quelqu'un vienne écarter les cordes pour elle pour qu'elle puisse rentrer dans le ring. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a eu un moment de flottement où personne n'a réagi et qu'elle s'est pas laissée démonter. Elle exige que quelqu'un écarte les cordes pour elle. Et c'est un caméraman qui est venu pour écarter les cordes. C'était un peu cool. Charlotte dit que c'est inacceptable qu'elle soit pas à WrestleMania. Elle dit qu'on lui en veut pour des trucs qui n'étaient pas sa faute, que Asuka a eu besoin d'une partenaire par équipe, enfin voilà. Asuka, elle dit qu'Asuka n'a même pas répondu à son challenge. Elle dit que toutes les catcheuses dans les vestiaires n'étaient pas en mode yes, il n'y a pas de Charlotte à WrestleMania. Elles étaient en mode oh mon dieu, c'est ma chance d'être à WrestleMania. Mais elle félicite Rhea Ripley pour avoir été la meilleure vipère des vestiaires. Et elle félicite même Asuka d'avoir réussi à manipuler son monde pour avoir un match retour pour le titre. Elle cite toutes les femmes qui étaient à WrestleMania et elle dit qu'aucune d'entre elles ne tient la comparaison. Elle dit qu'elle ne vole pas les opportunités, que c'est elle l'opportunité. Elle crée les opportunités et elle ne va plus s'excuser d'être la meilleure. Plus d'humilité. Honnêtement, l'humilité, c'était pas un truc qui crevait les yeux chez elle avant, mais bon, elle est la meilleure. Elle dit qu'elle a sacrifié des années pour ce métier et qu'en échange, le public ne lui a offert que des huées. Et elle nous dit d'apprécier ce match pour le titre entre Rhea Ripley et Asuka ce soir, dans lequel elle aurait dû être. Et j'ai mis un A parce que Charlotte, autant elle est un peu bancale franchement bancale en babyface, autant en heel, elle est intouchable. Elle est parfaite. Je peux pas dire mieux, elle est parfaite. Et, crucialement, mais c'est peut-être un hasard, elle a pas fait de wouh. Elle a pas fait wouh la catchphrase signature de Ric Flair, finalement, et dont elle a hérité. Est-ce qu'on est en train de commencer à se libérer des gimmicks de papa? J'espère. Tu peux pas déduire quelque chose du fait qu'il n'y a pas eu une gimmick, mais... Elle n'est pas venue non plus avec la robe, elle avait pas de match avec sa robe, voilà, sa robe de Flair, quoi. Mais elle avait pas de match, donc c'est normal. Mais elle a pas fait wouh. La musique a pas changé, mais ça c'est normal aussi, ça met du temps à changer ces choses-là. Je suis précautionneusement optimiste. C'était le meilleur truc de la soirée, je pense. Qui a été gâché par la suite. Rhea Ripley contre Asuka, le match retour pour le titre féminin de Raw. J'ai écrit, ils font un truc qui me tord les couilles pendant l'entrée de Rhea Ripley, un truc qu'ils faisaient avant le retour des effets pyrotechniques. Ils mettent un bruit d'explosion, mais pas d'explosion. S'il n'y a pas d'explosion, mais pas le bruit, quoi. C'est vraiment une insulte pour les gens qui regardent. C'est vraiment un... Oh, ça a explosé! Non. Et on le sait, arrête. Stop. Et j'étais pas saoulé de voir un rematch entre Ripley et Asuka parce que je me suis dit, s'il y a un match qui n'a pas été au niveau des deux compétiteurs, c'est ce match-là. Ripley contre Asuka n'ont pas eu le meilleur match qu'elles pouvaient avoir, même pas, elles se sont même pas approchées. Donc qu'elles aient un match retour, cool, allons-y, faites le match. Mais alors à un moment donné, j'ai cru que Asuka avait une commotion.
elle s'est mise à être très brouillonne sur le ring. Et je me suis dit, et en même temps, elle est aussi très réactive. C'est-à-dire que quand elle a passé sur une clé de bras à un moment donné dans le match, elle semblait focalisée sur ce qu'elle faisait. Mais à plusieurs moments, j'avais l'impression qu'elle était out, quoi. À un moment donné, Rhea Ripley essaye de la mettre, enfin, Asuka est debout, Rhea Ripley passe sa tête entre ses jambes et essaye de la soulever comme ça. Et t'as l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, enfin, parce que t'avais l'impression que Rhea Ripley faisait tout le travail. C'est-à-dire que Asuka se laissait porter et était complètement dans les vapes, dans le gaz. Pendant une bonne portion du match, j'ai eu l'impression que Rhea Ripley se battait contre elle-même, quoi. Rhea Ripley se prenait les prises que Asuka n'avait pas la force de faire. Mais je sais pas. Je sais vraiment pas si Asuka a eu un problème, a eu une commotion, un problème de santé, une absence, je sais pas. Mais je l'ai complètement vécu comme ça. À un moment donné, Asuka va sur les abords du ring pour faire un DDT sur les abords du ring. Et là, comment ruiner le retour de Charlotte Flair. Charlotte Flair arrive et provoque une disqualification en attaquant les deux femmes. La raison pour laquelle j'ai mis un D+, c'est parce que Charlotte Flair m'a fait sourire quand une fois qu'elle avait bien gâché le match, une fois que bien on était de retour, le bon statu quo, et là le statu quo c'est Charlotte Flair, mais le statu quo c'est toujours Charlotte Flair. Une fois que Charlotte Flair voilà, a bien ruiné le match, elle fait « I'm back !» Et je me suis dit, bon, ok. Elle embrasse complètement le fait que c'est frustrant. Ça reste frustrant, mais au moins c'est voulu que ça soit frustrant, donc c'est des plus. Voilà. Ça me fait pas plaisir, mais c'est voulu. Donc au moins c'est voulu. Ouais. C'est chiant parce que j'étais content que Rhea Ripley soit championne, j'étais content du retour de Charlotte. Et en plus, Asuka est la seule babyface de ces trois-là, et du coup, ça fonctionne absolument pas, quoi. Ils auraient pas dû mettre Ripley en heel. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et c'est frustrant. Ensuite, Miz et Morrison croisent Maryse, la femme de The Miz, dans les coulisses, puisque Maryse est l'invitée de Miz TV ce soir. Ensuite, on voit Jax et Baszler se moquer de la chute de Mandy Rose. Mandy Rose qui est tombée sur son cucu sur la rampe à WrestleMania. Mais Mandy Rose se fait preuve d'humour, elle se moque d'elle-même. Elle dit oui, mais enfin, t'as vu à la vitesse à laquelle je me suis redressé, genre à tous les coups, personne n'a remarqué. Mandy Rose et Dana Brooke attaquent Nia Jax. Bon. Ensuite, je développe pas parce que j'en ai juste plein le cul de voir Mandy Rose et Dana Brooke contre Shayna Baszler et Nia Jax. Vraiment, j'en ai plein le cul. Ensuite, Alexa Bliss est sur sa balançoire et je vais citer ce qu'elle a dit. Elle dit qu'on se demande sûrement pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a trahi The Fiend à WrestleMania. Et elle raconte une histoire. Il était une fois une petite fille perdue mais qui a été sauvée par les ténèbres. Elle dit les ténèbres, en fait elle parle du Fiend. Alors les ténèbres c'est The Fiend. Les ténèbres l'ont protégée et lui ont tout appris, mais les ténèbres sont parties ensuite. Peut-être que c'est à ce moment-là que la petite fille s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin des ténèbres. Alors comment d'après vous s'est-elle sentie en s'en rendant compte qu'elle pouvait tout faire toute seule? Est-ce que les ténèbres l'aidaient ou l'empêchaient d'avancer? Et si elle utilisait ce qu'elle savait pour détruire les ténèbres? Elle demande si c'est vrai que chez les animaux c'est la femelle la plus dangereuse. C'est vrai chez les araignées, c'est vrai chez les moustiques, c'est vrai chez les lions. Elle dit que sur son chemin, elle a réveillé sur le chemin qu'elle a emprunté vers les ténèbres, elle a réveillé quelque chose de vraiment maléfique. Et elle nous présente son nouvel ami, Billy ou Willy, je suis pas sûr. Une poupée vraiment flippante avec des petits crânes à la place des dents. J'ai mis B parce que c'est efficace. C'est efficace, je ne sais pas où va aller Alexa Bliss, est-ce que c'est une... Là, pour moi, on peut commencer, vu qu'elle s'est clairement séparée du Fiend, pour moi, on peut se diriger vers Alexa Bliss de retour dans la division féminine et de retour pour la course au titre. Est-ce que c'est une amélioration de son personnage? C'est tout à fait possible. Pas d'allusion à Aleister Black, du moins ça m'a échappé. Mais... j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Et j'espère que ça va aller quelque part. J'espère que ça va aller quelque part. Parce qu'il y a eu un autre segment après où vraiment je sais pas où ça va. Et voilà. Ensuite, on a eu le fameux épisode de Miz TV avec The Miz, John Morrison et Maryse.
J'ai écrit, il est plus que temps que Maryse change de musique d'entrée. C'est peut-être parce que c'est en français, parce que Maryse est québécoise. C'est peut-être parce que c'est en français, mais vraiment, j'en peux plus, quoi. Elle est pire que mauvaise. C'est peut-être la pire musique d'entrée de l'histoire de la WWE. J'hésite à vous la faire, pour ceux qui voient pas. Sa musique d'entrée, en français, fait « Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu bouges comme ça? Ah, je me sens tout nu. Ouh, oui. » Il faut qu'elle change, parce que c'est... En plus, elle est là depuis hyper longtemps, il est temps de changer, hein, il est temps de passer à autre chose, je dirais. Il est temps de changer. À un moment donné, dans la chanson, il y a « J'ai besoin d'être en toi », c'est le truc... la subtilité, oui, mon pénis, laisse-moi introduire mon pénis en ta personne. Bref, ils font la promo de Miz and Mrs, donc l'émission de télé-réalité avec The Miz et Maryse. John Morrison, et ce que j'ai bien aimé, c'est que John Morrison donne l'impression d'être un peu exclu dans ce truc-là. Il a l'impression de, on pourrait faire un spin-off avec qui s'appellerait, vu qu'on a tous les trois des M, Miz, Morrison et Maryse, on pourrait faire un truc qui s'appelle avec la tagline It's delicious. John Morrison est vraiment très 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 drôle. Je sais pas si j'ai envie qu'ils se séparent de Miz et John Morrison parce que j'ai peur que John Morrison ne fasse plus rien s'ils se séparent, donc je sais pas. Mais j'ai cru voir des signes de dissension entre les deux. Bref. Damien Priest arrive. Damien Priest est encore en rivalité avec Miz et Morrison. C'est chouette, hein. Damien Priest arrive pour... Alors d'abord, The Miz montre les meilleurs moments de Bad Bunny à WrestleMania et il dit que ça aurait pas été possible sans lui. Damien Priest arrive ensuite et il dit qu'il est gonflé de s'attribuer les mérites de ce qu'a fait Bad Bunny parce que même lui, Damien Priest, en tant que partenaire par équipe de Bad Bunny, il ne fait pas ça... il ne se permet pas ça, pardon. The Miz fait remarquer à juste titre que autant les gens parlent de The Miz, autant les gens parlent de Bad Bunny, autant personne ne parle de Damien Priest, et que du coup il est seulement jaloux parce qu'il n'a pas eu son WrestleMania moment, ce qui est très vrai, j'aime beaucoup quand les heels ont juste raison, et voilà, il est arrogant mais il a raison. The Miz défie Damien Priest. Morrison dit « Attends, moi aussi je peux le défier si je veux ». Il y a de la dissension entre les deux. Et Maryse fait remarquer qu'ils peuvent l'affronter tous les deux. Du coup, Damien Priest accepte d'affronter The Miz et John Morrison en costume, comme ça. En costume de ville. Je vais juste vous parler de la fin, parce que globalement, Damien Priest maîtrise la plupart du match. Mais à la fin... The Miz, Damien Priest tire sur le pantalon du Miz qui se désagrège, mais The Miz et Maryse intervient pour distraire Damien Priest qui lui demande de rester aux abords du ring, et The Miz intervient avec un roll-up, met ses pieds dans les cordes et Maryse tient les pieds, c'est-à-dire qu'il triche 3 fois pour faire le tomber sur Damien Priest. La raison pour laquelle j'ai mis un B- à ce match-là, c'est que d'une part c'était rigolo. D'autre part, Priest a quand même brillé dans la défaite parce qu'il a dominé la plupart du match. Mais au bout d'un moment, c'est un match handicap contre The Miz et John Morrison, quoi. C'est pas contre deux énormes jobbers. Donc, il fallait qu'il gagne. Certes, Priest n'avait pas besoin de perdre un match là, mais c'est logique qu'il le perde. Et il a eu l'air bien dans la défaite. Donc pour moi, on est sur quelque chose voilà, on est sur quelque chose de logique et c'était marrant. C'était marrant, donc bien. Ensuite, on retourne en coulisses avec Nia Jax et Shayna Baszler. Kevin Patrick, que vous voyez ici, lui demande ce qu'elle a pensé du fait de s'être fait agresser plus tôt dans la soirée, ce qui est une excellente question à poser. Et il rediffuse les images de l'agression de Mandy Rose et Dana Brooke sur Jax et Baszler. Nia Jax, et c'est pour ça que c'est un C+, Nia Jax demande si c'était vraiment nécessaire de repasser les images, ça a eu lieu il y a 20 minutes. J'imagine que Sturi a dû beaucoup aimer parce qu'il a parlé de ça. Il y a quelqu'un qui demande il devient quoi Reginald? Il a la chiasse. C'est pas un jeu, c'est pas une blague, il a la gastro. Donc il est pas là pour le moment. Bref, on va avoir Mandy Rose et Dana Brooke contre Nia Jax et Shayna Baszler. Ouais. Là, il n'y a pas plus retour au statu quo que ça. Le match que vous voyez absolument toutes les semaines, bah il est toujours là. Merci beaucoup Bert Alvarez d'avoir offert un abonnement à Nia 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 Zazazaza. Et donc nous avons Nia Jax et Shayna Baszler contre Dana Brooke et Mandy Rose. Et avant de vous parler de ce match qui a eu un E, je vais aller ouvrir au chat, histoire aussi de me détendre, parce que mine de rien, au bout d'un moment, ça amuse les nerfs de parler tout le temps du même match et de dire tout le temps que ce match est à chier. Surtout que, bon, du coup, j'avais pas envie de voir le match, mais ils ont trouvé une nouvelle façon de me faire le détester encore plus.
Et ça, je dirais que on est sur un certain niveau de performance. On est sur on est sur du talent. Alors, Mandy Rose arrive et évidemment elle fait style, ah là là, il faut que je fasse attention à ne pas glisser sur la rampe. Bon, parce qu'elle a glissé sur la rampe à WrestleMania, du coup c'est rigolo, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, c'est marrant. Et j'ai écrit, autant c'est vraiment pas mon truc, autant assumer le personnage bimbo, ça leur donne un personnage. Parlons des fringues de Mandy Rose et Dana Brooke, parce qu'elles sont venues avec les mêmes vêtements qu'à WrestleMania. Et je me dis, ça... Leur donner un personnage qui, moi, est vraiment pas mon truc. Mais c'est déjà un pas en avant. J'aime pas la direction dans laquelle on va, mais c'est un pas en avant. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement... Elles étaient catcheuses 5 et catcheuses 6 avant. Là, elles sont... bimbo interchangeable. Et je dis bimbo, c'est pas insultant ou quoi, c'est vraiment, elles arrivent avec un truc qui ressemble à un maillot de bain rose bonbon, des lunettes de soleil rose bonbon. Enfin voilà, elle joue clairement ce personnage-là, quoi, ce stéréotype-là. Et j'ai écrit, crucialement, j'ai l'impression que Mandy Rose s'ennuie moins. Et elle sourit plus pendant son entrée, elle donne l'impression de se faire chier, alors qu'avant elle donnait vraiment l'impression de se faire chier. Donc quelque part, c'est sans doute une bonne chose. Quelque part, on peut être positif. Vous allez dire, la note reflète pas vraiment ça. Non, mais c'est parce qu'il se passe... Vous allez voir. Donc déjà, voilà. Donc déjà, j'avais pas envie de voir ce match. Clairement, je l'ai déjà vu 50 fois. Je sais qui c'est qui gagne. J'ai pas envie de voir ce match. Au début du match, Nia Jax se prend le pied dans la corde. Enfin, fait semblant de se prendre le pied dans la corde. Et là, je me dis, oh non, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un moment qui a marqué un peu à WrestleMania. Ils vont le surexploiter. C'est-à-dire que là, Nia Jax fait semblant de se prendre le pied dans la corde. Là, je me dis, ok, là c'est lourd. Là, ça devient un peu lourd. Et à un autre moment dans le match, Nia Jax a fait mine de trébucher sur les abords du ring et de se cogner la tête contre les abords du ring. Et là, je me dis, oh... non. C'est-à-dire que déjà j'avais pas envie de voir ce match et puis en plus ils insistent très lourdement sur un truc qui est arrivé par accident et alors mais pour couronner le tout sur cette montagne de merde, je suis désolé, je vous parle pas du match parce que je vous parle juste de ce qui m'a saoulé parce que le match il était ce qu'il était, quoi. La deuxième fois que Nia Jax glisse et se voilà, ça fait rire Mandy Rose. Ça énerve Nia Jax. Dana Brooke et Mandy Rose quittent le ring et assument de se faire décompter à l'extérieur par l'arbitre. Elles perdent le match par disqualification volontairement. Enfin, par décompte à l'extérieur volontairement. C'est pour ça que on est à eux, c'est parce que si on avait juste eu un match normal entre Mandy Rose et Dana Brooke contre Nia Jax et Shayna Baszler, avec une victoire très rapide de Jax et Baszler, ça aurait été un D. S'ils avaient eu un match s'il y avait juste eu Nia Jax et Nia Jax qui fait style de... S'ils avaient juste hyper insisté sur la chute de Mandy Rose, ça aurait été un D aussi. S'il y avait juste eu le décompte à l'extérieur volontaire, ça aurait probablement été pire qu'un D. On aurait peut-être été sur D-. Personne fait ça, quoi. Les heels font ça. Les heels font... non, mais j'ai pas envie d'avoir ce match, je me barre. Et l'arbitre décompte à l'extérieur. Là, que ce soit les faces qu'ils fassent, bah, on est sur un D, sur un D, sur un D. Au bout d'un moment, on va dans le E, hein. On va dans le E. On va dans le E. Et quelqu'un qui me fait remarquer sur le chat que le gars à droite dans sur l'écran là dans le Thunderdome. Ouais, on est tous un peu dans cette mentalité là. Eh ben dis donc, c'est pas bon, hein. Alors, ensuite, MVP est sur le ring. Il nous rappelle que Drew McIntyre est un guerrier, que c'est l'un des plus grands champions de la WWE d'après lui, mais qu'il a perdu de vue la cible pendant une fraction de seconde et que ça a suffi. Il n'y a aucun mal à être numéro 2 quand Lashley est le numéro 1, dit MVP. Il dit qu'on a vu Drew perdre connaissance et il dit qu'aujourd'hui il ne doit pas faire le fier, qu'il n'a pas pu supporter la pression du Hurt Lock, la prise de finition de
Bobby Lashley, mais que personne ne le peut. Là-dessus, évidemment, Drew McIntyre l'interrompt. Il dit qu'à WrestleMania, il n'y avait que 3 facteurs en jeu. Le Hurt Lock de Bobby Lashley, le Claymore de Drew McIntyre, et qui ferait la première erreur. Et il reconnaît que c'est lui qui a fait la première erreur. Mais Drew McIntyre dit que le succès va bien à MVP, qu'il est au sommet du monde, et il lui dit qu'il veut qu'il continue de gonfler son ego comme ça, qu'il continue de garder ses costumes sur mesure, qu'il continue d'exploiter la poule aux œufs d'or, parce que McIntyre va avoir son match retour, et que quand Lashley retombera, il veut que ça soit du plus haut possible. Petit échange que j'adore, c'est la photo qu'on voit là. MVP dit « Écoute Drew, je te respecte beaucoup ». Et McIntyre, du tac au tac, sans le laisser continuer, lui dit « Choisis tes prochains mots avec soin, Lashley n'est pas là ». J'adore Drew McIntyre. MVP dit que rien n'est donné dans la vie, tout se mérite. Là-dessus, Braun Strowman arrive. Strowman, c'est-à-dire qu'on est entre 2 gars qui sont excellents au micro, puis il y a Braun Strowman qui arrive. Bon. Braun Strowman arrive et il dit que Drew McIntyre doit retourner à l'arrière de la file d'attente parce qu'il a perdu à WrestleMania alors que Braun, lui, a gagné. Là-dessus arrive Randy Orton qui dit qu'il s'est libéré du Fiend et de Alexa Bliss et que donc il peut se focaliser sur le titre. Adam Pearce arrive et annonce qu'ils s'affronteront dans un triple menace ce soir et que le vainqueur affrontera Lashley à WrestleMania Backlash. Donc Backlash a un nouveau nom, ça s'appelle WrestleMania Backlash parce que apparemment c'était pas évident que Backlash était le Backlash de WrestleMania. Excusez-moi, je regarde juste mes images pour savoir quand est-ce qu'il faut que je passe à la suivante. Non, c'est bon, j'ai qu'une seule image pour ce show-là. Pour ce segment-là. J'ai mis un B parce que autant c'est un peu paresseux ça, autant c'est un peu paresseux de je veux le titre, non je veux le titre, non je veux le titre. Eh bien affrontez-vous et le vainqueur gagne un droit d'avoir un match pour le titre. La raison pour laquelle j'ai mis un B, c'est d'une part Drew McIntyre est toujours excellent au micro, MVP est toujours excellent au micro, et d'autre part j'aime bien le fait que ça soit logique que les gars qui ont gagné un match à WrestleMania veuillent confronter le champion. Voilà, j'aime bien quand c'est logique. C'est aussi simple que ça. Et en plus, le niveau des le niveau de la promo, des promos était bien. Donc bon, écoutez, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu McIntyre en coulisses. Il croise Braun Strowman, il le provoque globalement, et Braun lui conseille de ne pas insulter son intelligence vu ce qui est arrivé au dernier qui a essayé. ça m'a fait sourire, c'est plus. Allez. Ensuite, on a Elias et Jackson Ryker qui sont sur le ring. Elias dit qu'il aimerait dédier la prochaine chanson à son mentor et son nouveau papa, Shane McMahon. Évidemment, McMahon n'est pas là. À chaque fois qu'il essaye de jouer de la guitare, il y a un bruit de trombone et Elias fait « Mais que se passe-t-il ? Mais que... Oh là là, vraiment... Dis donc, Régie, est-ce qu'il y a un problème au son ? T'as un match contre le New Day, Xavier Woods joue du trombone, ça fait un bruit de trombone, arrête de nous prendre pour des cons, bref. Le New Day les interrompt, ils disent qu'ils devraient présenter des excuses à toute la division par équipe pour s'être fait botter le cul par un seul homme. Je savais pas qu'Elias et Jackson Ryker étaient une équipe. Pour moi, c'était Elias, il y avait Elias et Jackson Ryker, c'est le valet d'Elias. Ils ont eu un match en équipe, 2 si on compte le match handicap qu'ils ont eu contre Braun Strowman. Enfin, pour moi, c'est léger pour être une équipe, mais bon, apparemment, c'est une équipe. Elias leur fait remarquer que eux aussi se sont fait défoncer par un seul gros gars à WrestleMania, donc ils sont mal placés pour ouvrir leur mouille. C'est plus parce que le New Day est drôle. On peut pas en dire autant du match ensuite, puisqu'on a eu New Day contre Elias et Jackson Ryker, et que le match était un match. C'est vraiment... le match a eu lieu. J'ai rien de mal à en dire, j'ai rien de bien à en dire non plus, c'est-à-dire que le match a été fait pour que le New Day récupère la victoire qu'ils n'ont pas eu à WrestleMania. Voilà. Donc le New Day a gagné. Voilà. Ensuite, Randy Orton est en coulisses et il dit qu'il n'est plus distrait par Alexa Bliss et par The Fiend et qu'il est focalisé sur le titre et que ça implique qu'il passe à travers Strowman et McIntyre ce soir. Ok. Et ensuite, quelle déception. Bray Wyatt est de retour dans la Firefly Funhouse. J'étais très hypé. Vraiment, j'étais très content de revoir Bray Wyatt dans le Firefly Funhouse. Il est avec toutes ces marionnettes, avec voilà, Abby la sorcière, merci le buzzard du coup, le vautour, c'est censé être un vautour je crois, le lapin, comment il s'appelle déjà, et le cochon, le lapin et le cochon, Rambling Rabbit, voilà, Rambling Rabbit et Huskus de Pig Boy, et voilà, ça fait longtemps, mais voilà.
Et il dit qu'il est entouré de ses vrais amis, parce qu'il a été trahi par Alexa Bliss. Et il dit qu'on peut considérer que c'est une nouvelle saison de Firefly Funhouse parce qu'il se sent ressuscité et qu'il va revenir. J'ai mis D+, parce que j'aime bien l'énergie de Bray Wyatt. Vraiment, j'aime beaucoup l'énergie de Bray Wyatt, et puis ça m'a fait sourire de revoir le Firefly Funhouse. Mais il y a un truc que j'attendais vraiment beaucoup de ce segment-là, c'était quelque chose. La suite, quoi. Ou un indice pour la suite. Quelque chose, n'importe quoi. Et on a eu rien. On a eu... Eh ben dis donc, j'ai perdu, hein. Mais vous inquiétez pas, on va commencer à gagner. Et voilà, j'ai été déçu, simplement. J'ai été déçu par ce segment-là. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais on a rien eu. Je peux pas développer plus. Déception, quoi. Et pas parlant de déception, parce que j'en attendais rien, mais... Puis vous voyez, je disais retour au statu quo, c'est vraiment, voilà, Bray Wyatt est de retour dans la Firefly Funhouse, c'est rien n'a changé. Parmi les personnages qui ont l'air d'avoir évolué un peu, il y a Alexa Bliss, qui a l'air d'aller quelque part. J'allais dire Charlotte Flair, mais en fait non, Charlotte Flair, elle assume juste d'être dans la position qu'elle a toujours été, donc on peut pas vraiment parler de nouvelle direction. Et on a fini de s'embourber dans le statu quo avec le triple menace en... Merde, excusez-moi, j'ai mis D+, c'est pas D+, c'est C. J'ai mis C à ce segment-là. J'ai oublié de changer la note en bas à droite. McIntyre contre Strowman contre Randy Orton. J'ai pris pratiquement aucune note sur le match. C'était vraiment le match... Il y avait rien, quoi. Et pareil, il était pas mauvais, il était pas bon. Il était là. Et à la fin, Drew McIntyre a gagné. Donc on aura Drew McIntyre contre Bobby Lashley à Backlash. Si, j'ai noté un truc, ils ont enlevé le chouchou de Braun Strowman. Quand il a fait, mais en même temps, il est dans le main event, maintenant c'est moins, il s'agit de redevenir sérieux. Donc ils ont viré le chouchou de Braun Strowman quand il fait son tour du ring. Je peux vous parler de la fin. Randy Orton a fait un RKO sur Strowman. Et pendant qu'il faisait le tombé, McIntyre a fait le Claymore sur Randy Orton pour gagner le match. La fin était un peu inventive, j'imagine. Non, mais vraiment, j'ai rien à dire, quoi. C'est vraiment le match. Pour un main event de post-show de WrestleMania, on est sur un niveau de vanille, un niveau de fadeur de vanille. Et après le match, parce que bon, il s'est passé ça quand même. Mais pareil, j'ai mis un C aussi. Pardon, Drew McIntyre a gagné. Après le match, T-Bar et Mace, anciennement de Rétribution, sont venus pour agresser McIntyre pendant que MVP regardait en haut de la rampe. Je suis resté sur C parce que je sais pas. Vraiment, je vais vous parler de ce qui va et ce qui va pas. Ce qui va, c'est... ça change un peu, il y a un peu de relief, il y a quelque chose qui se passe. T-Bar et Mace semblent avoir rejoint, sinon le Hurt Business, en tout cas l'entourage de MVP, on va dire ça comme ça. Maintenant, j'imagine que ça veut dire que Drew McIntyre va battre T-Bar, et puis va battre Mace, et puis va battre T-Bar et Mace avant Backlash. Bon, bref. Ce qui va pas, c'est... Rétribution était littéralement presque littéralement les premiers adversaires du Hurt Business. Ils les ont battus. Le Hurt Business a battu Rétribution quand Mace et T-Bar en faisaient partie. Pourquoi est-ce que T-Bar et Mace s'appellent toujours T-Bar et Mace et portent toujours leur masque alors que ça c'était la gimmick de Rétribution, la faction dans laquelle ils ne sont plus? C'est des questions que j'ai et qui vont peut-être trouver une réponse dans l'épisode de la semaine prochaine, mais c'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. En plus, MVP vient de virer Cédric Alexander et Shelton Benjamin du Hurt Business. C'est pour s'allier avec des gars qu'ils ont battus. Ça a aucun sens. C'est bizarre. Mais tout est bizarre. Pourquoi T-Bar et Mace s'allient avec MVP? Là, je vois, parce qu'ils ont perdu avec Rétribution. Ils cherchent un nouveau leader, et puis il y a MVP qui est juste là. Je suis très circonspect. Je sais vraiment pas quoi faire de ça. Et puis, à la fin du show, il y avait vraiment surtout un sentiment de lassitude, quoi. Un très profond sentiment d'ennui, et on est reparti, quoi.
Et on est reparti pour encore toujours les mêmes choses. Charlotte Flair va être la division féminine. Drew McIntyre et Bobby Lashley vont truster le main event. On n'a pas vu Sheamus. On n'a pas vu AJ Styles et Omos. Bray Wyatt est de retour dans la Firefly Funhouse et a priori il y a toujours rien, il y a toujours aucune direction. Je parle pas de ce qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que je peux pas leur en vouloir qu'il n'y ait pas eu Aleister Black ou Becky Lynch qu'on aurait pu voir revenir et que ça aurait été cool, mais ça c'est vraiment c'est pas grave. Ce qui me pose problème moi, c'est que ce qu'on a eu, c'est vraiment retour au statu quo. C'est vraiment on revient aux formules qui lassent quoi au bout d'un moment, qui sont pas très engageantes et qui finissent par user un peu la corde, par user un peu la patience du public. Mais peut-être qu'ils vont changer de direction après. C'est possible. Écoutez, on peut quand même rester optimiste. On verra ce que SmackDown va faire. Et puis j'aime beaucoup Charlotte, j'aime beaucoup Drew McIntyre, j'aime beaucoup. C'est vraiment pas vous pushez des gens que j'ai pas envie de voir. C'est plus vous pushez toujours les mêmes gens. Je les aime beaucoup, mais changez un peu de disque de temps en temps, quoi. Ou passer à la phase B du disque. Bref, Karmarek me dit: bonjour Lynx, j'aimerais avoir ton avis sur le niveau des Viking Raiders. Ils ont le niveau pour être champions, ils ont plus que le niveau pour être champions. Ils ont le niveau pour être des champions indétrônables qui restent champions pendant plusieurs mois, voire plus d'un an. Ils ont un niveau incroyable. C'est une excellente équipe, les Viking Raiders. On dit coucou à Linkso, je viens d'arriver, je sais pas si quelqu'un a déjà fait la blague, mais le Miz mérite d'être champion. En fait, plus que mériter d'être champion, il en a besoin. Au moins, en étant champion, il aura une ceinture et ne se retrouverait pas en boxer au milieu du show. Excellent. Très vieille blague, mais rarement aussi bien timé. Félicitations. Aldebaran me dit: salut Nix, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. J'en ai marre du règne de Jax et Baszler qui tourne en rond et n'élève personne. Qui vois-tu pour leur prendre le titre? N'importe qui et personne. Et espérer un peu de renouveau dans cette division tag. Perso, le Riot Squad, si tu veux. Bayley et Peyton Royce, si tu veux. Parce qu'elles font rien, que j'ai envie de les voir plus souvent. J'en attends probablement trop de la WWE, mais j'adore le catch par équipe. Smiley, très fier de porter un bavoir. Je suis n'importe qui. À ce stade-là, n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils ont enterré la division féminine par équipe. Donc, n'importe qui. Si tu me dis Nikki Cross et Stephanie McMahon, je te dis pourquoi pas. N'importe qui. Jimbo062 me dit: bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je dois aller en cours, je regarderai le replay sur Link's Catch. Ma question concerne WrestleMania Backlash et principalement le match entre Drew et Lashley. Pourquoi? Parce que Vince McMahon a besoin d'être rassuré. Vince McMahon a besoin de miser sur des trucs qui le rassurent. Vince McMahon a besoin de prendre le moins de risques possible. À ce stade de sa carrière, je pense. Donc je pense que c'est pour ça qu'on va encore avoir dans McIntyre contre Bobby Lashley. Le résultat est couru d'avance, surtout qu'il n'y a pas d'intérêt de faire perdre Drew sur la plus grande scène du monde devant un public pour ensuite le faire gagner dans un PPV secondaire devant personne. C'est mon avis en tout cas. Merci et bonne journée. Ils sont tout à fait capables de faire gagner Drew McIntyre. Ils sont tout à fait capables. Donc, attendons de voir. Salut, vraiment très content de ce week-end WrestleMania. Ça fait du bien de voir du public. Après, je suis entièrement d'accord. Après, pour ton bilan annuel, tu devrais juste nous donner le classement sans forcément faire de vidéo à proprement parler. Comme ça sera fait et derrière toi. J'adore ta réflexion et ta pertinence avec celle de Sturi aussi. Bonne journée à Camille et à toi. Merci beaucoup. Et pour le classement annuel, je commence à envisager de faire un truc à l'arrache, voire de pas le faire parce que 2020 c'était il y a 4 mois maintenant quoi. C'était déjà il y a longtemps et tout va être teinté quoi. Tout va être teinté, genre le règne d'Asuka en 2020 et le règne d'Asuka jusqu'en avril, ils sont très différents quoi. Mais plein de choses comme ça. Donc je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire, faut que j'y réfléchisse. Et franchement, j'ai pas envie d'y réfléchir maintenant, j'ai envie de libérer un peu ma tête du cash là pendant quelques jours. Je vais continuer les récaps évidemment, mais voilà. Elvadric Lia me dit: bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je me demandais, j'ai vu dernièrement plusieurs fois Sister Abigail, moi qui viens tout juste de commencer à regarder du catch et grâce à toi, je me demande qui c'est que c'est cette dame. Tu demandes pas à la bonne personne. Je suis saoulé au dernier degré de Sister Abigail. Je vais essayer de te donner une réponse la moins salée possible. Avant, Bray Wyatt avait un personnage de leader de culte, un leader de secte, un peu,
qui était, à mon sens, qui était beaucoup plus effrayante que The Fiend parce qu'il faisait très réel. Il y avait un petit côté, Charles Manson qui était terrifiant. À ce moment-là, il parlait de Sister Abigail. On n'a jamais vraiment su si c'était sa vraie sœur, si c'était une sœur au sens religieux du terme, ou si c'était une présence dans sa tête. On ne savait pas qui c'était. La plupart du temps, il faisait les choses pour elle, ou il parlait en son nom, où il avait cette espèce de vénération de Sister Abigail, de la figure de Sister Abigail. Et puis, ils ont décidé que Sister Abigail était une personne physique, que cette personne physique était enterrée dans la cabane où Bray Wyatt faisait ses promos. Randy Orton a brûlé la tombe de Sister Abigail. Et là, ça aurait dû être pour moi la fin de Sister Abigail d'une façon générale. C'est-à-dire, déjà, ils n'auraient pas dû faire d'elle une entité physique, ça aurait dû rester une idée. Mais ils ont dit, d'accord, Sister Abigail, elle existe et elle est enterrée là. Randy Orton a brûlé la cabane. Et à partir de là, il a continué à parler de Sister Abigail. À un moment donné, ils ont sous-entendu que Sister Abigail, c'était une double personnalité de Bray Wyatt. Et dans une des pires histoires que j'ai vues depuis que j'ai repris, Bray Wyatt portait un voile sur son visage dans une promo et avait la voix artificiellement plus aiguë, genre comme les Chipmunks, comme Alvin et les Chipmunks. Et parler avec un zozotement, genre ça c'est Sister Abigail. Et what? Ensuite, mais ce match c'était une rivalité contre Finn Balor parce que du coup Finn Balor avait le roi démon et Bray Wyatt avait cette double personnalité Sister Abigail. Ils ont jamais clairement dit que c'était Sister Abigail, mais du coup on était censé comprendre ça. Bray Wyatt est tombé malade avant ce match-là et ils ont remplacé ce match-là par AJ Styles contre Finn Balor qui a été un des meilleurs matchs de l'année cette année-là. Et après ça, Sister Abigail, c'est devenu... J'oublie un truc. J'oublie un passage qui m'a très très fort saoulé. Oui, tous les gens qui ont fantasmé l'idée que Liv Morgan était Sister Abigail. Plein de gens dans la WWE a jamais raconté ça, mais même pas approché de raconter ça. Donc voilà, les gens pensaient que c'était ça Sister Abigail. Bref, les gens continuaient de se dire c'est peut-être ça Sister Abigail, c'est peut-être ça Sister Abigail, alors que la WWE était là, on sait pas ce que c'est Sister Abigail. Oh, c'est ça Sister... Non, c'est ça Sister Abigail, hein. Ou alors, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les fans continuent à se faire leur propre délire. Pendant le match... pendant la rivalité entre Braun Strowman et Bray Wyatt, Alexa Bliss est apparue comme étant le point faible de Braun Strowman. Et du coup, dans le Swamp Fight, dans le match qu'ils ont eu dans un marécage, Alexa Bliss est apparue. Moi, je l'ai interprété comme The Fiend provoque des hallucinations à Braun Strowman et lui fait miroiter la seule femme avec laquelle il a jamais été proche dans l'histoire de la WWE. Et évidemment, tous les gens, c'est Alexa Bliss, Sister Abigail, c'est Alexa Bliss, Sister Abigail. Et évidemment, en plus, ça avait aucun sens parce que dans le Firefly Funhouse, il y a une poupée qui s'appelle Abby the Witch. C'est une représentation de Sister Abigail. Si Alexa Bliss et Sister Abigail, on a deux représentations de Sister. C'est vraiment, tu sais, quand tu commences à raconter une histoire et que l'histoire elle est partie dans tous les sens et qu'il n'y a plus d'histoire, mais que tu continues à raconter des trucs. C'est Sister Abigail, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie j'ai envie que Sister Abigail soit morte et enterrée, qu'on n'y revienne plus jamais. J'ai même pas envie qu'on décide un truc et qu'on s'y tienne, je veux plus en entendre parler. J'en ai marre. Voilà. J'ai raté ne pas être salé. Le Bagoum me dit bonjour mon cher El Lixo del Pon Culture. À la base, il y avait prévu de te demander ton point de vue sur le retour du meilleur Alsacien qui s'appelle Rio Christophe Agius. Cependant, il préfère te demander qui est le catcheur ou la catcheuse qui était le plus mauvais depuis le début de ton tableau. Quels sont les meilleurs et les pires des champions, des campions. Si, je vais te répondre avec le bon accent français, parce que sinon ça va être insupportable. Alors, le pire depuis le début du tableau, mais le début du tableau c'était début 2021. Pour l'instant, le pire...
Pour l'instant, le pire, c'est... Tucker. Et le pire champion, pour l'instant, le pire, c'est Peter Rosenberg avec le titre 24/7. On est sur des records qui vont être difficiles à battre. C'est qui Peter Rosenberg? C'est un gars qui fait les kick-off, c'est un gars qui fait des interviews, enfin qui présente les matchs dans le kick-off des PPV, et il y a une fois où il a renversé R-Truth pour gagner le titre. Meilleur champion, pour l'instant, c'est Roman Reigns, hein, il n'y a pas à tortiller. Voilà, pour l'instant c'est Roman Reigns, et il est 1,5 points sur 20 au-dessus du deuxième, qui est Drew McIntyre. Bert Alvarez me dit bonjour monsieur The Sunlinks, moral très très moyen aujourd'hui. Une pluie de poupous pour Bert Alvarez, qu'il se noie dans les poupous s'il vous plaît. Moral très très moyen aujourd'hui, j'ai appris que j'avais probablement, des tests plus approfondis sont prévus, une tumeur à l'estomac. Waouh. Et on va se calmer du coup. Je compte sur ton live pour me divertir au sens pascalien du terme. Tu comptes sur mon live pour te faire l'amour? Ou je sais pas ce que c'est le sens pascalien. Et merci pour tout ce que tu fais, je t'assure que ça aide très fort. Tant mieux pour toi, et j'espère vraiment que c'est rien. Je suis positif. Écoute, tant que c'est pas sûr, il n'y a aucune raison de... Comme on dit, s'il y a un problème, si tu peux rien y faire, il n'y a pas de problème. Et si tu peux y faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais il n'y a aucune raison d'envisager le pire, et si c'est effectivement le pire, de toute façon, ça sert à rien de se faire du moron. Donc, reste positif, reste fort, et j'espère que c'est rien. J'espère très très fort que c'est rien. Et merci à tous d'avoir été aussi présents, merci à tous pour votre patience, et merci à tous d'être toujours plus nombreux à partager cette passion qui est la nôtre du catch. On se donne rendez-vous jeudi pour parler de NXT et de AEW Dynamite, et on en parlera. Ne jamais commencer une phrase quand tu sais pas où elle va aller, parce que c'est du coup tu bloques et t'as l'air d'un con. C'est ça, c'est ma vie. Merci à tous du coup pour votre présence, pour votre implication, et à jeudi pour la suite. Bisous tout le monde, ciao.